Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Et à la une de l'actualité, les relations sino-françaises. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu au téléphone avec son homologue français François Hollande. Le président chinois a félicité le président français de l'organisation de la conférence climatique de Paris et a déclaré que la Chine travaillera avec la France pour appliquer cet accord. Xi Jinping a espéré que les deux pays continueront à avoir des communications et des coopérations de haut niveau dans les domaines du nucléaire, de la finance et de la culture. Le président français a quant à lui remercié Xi Jinping pour la contribution de la Chine à la conclusion de l'accord de Paris. Il a également exprimé son soutien au sommet du G20 prévu pour septembre de l'an prochain à Hangzhou, dans l'est de la Chine. Et nous poursuivons dans la ville du centre de la Chine, Zhengzhou, où les premiers ministres des États membres de l'Organisation de la coopération de Shanghai ont commencé leur réunion sur le thème du développement régional. Il s'agit de la 14e réunion de ce genre. Les premiers ministres se sont entretenus sur les questions relatives au commerce, aux investissements, aux finances, au transport et à la culture. L'ICOTIEN accueille pour la première fois ses 5 homologues de l'OCS. Le Premier ministre chinois a débuté la rencontre par un rappel des missions de l'Organisation de la coopération de Shanghai. L'Organisation de la coopération de Shanghai est devenue une force importante pour le maintien de la paix régionale, de la stabilité ainsi que pour la prospérité. Elle est également devenue une plateforme de la coopération régionale importante en Eurasie. Le Premier ministre chinois a indiqué que cette réunion devait promouvoir davantage la coopération et apporter une nouvelle contribution à la stabilité et au développement de la région. Différents observateurs et des partenaires de dialogue ont également assisté à la rencontre. L'ICOTIEN a rappelé que l'organisation faisait face à d'énormes défis. La croissance mondiale actuelle s'est ralentie et beaucoup de pays font désormais face à des pressions pesant sur leurs économies. Cette croissance molle est accompagnée d'une crise géopolitique internationale et régionale complexe, avec la montée de l'extrémisme et du terrorisme menaçant l'ensemble de la communauté internationale. Le Premier ministre chinois a proposé de renforcer 6 aspects pour relever ces défis et de continuer à promouvoir le développement régional. Il a proposé de renforcer la coopération en matière de sécurité, de capacité de production, de connexion, de finances, de commerce régional, d'engagement social et de bien-être de la population. Après la rencontre, les premiers ministres des 6 pays membres de l'organisation ont signé une déclaration commune et une série de documents sur la coopération économique régionale. L'OCS, fondé en 2001, regroupe 6 États membres que sont la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan. L'Afghanistan, l'Inde, l'Iran, la Mongolie et le Pakistan constituent les États observateurs. Les États partenaires de dialogue sont la Biélorussie, la Turquie et le Sri Lanka. La conférence mondiale de l'Internet 2015 va commencer mercredi dans la ville de Wuzhen, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. L'un des événements principaux de la conférence est une exposition intitulée Lumière de l'Internet. Elle ouvre officiellement aujourd'hui avec la présence de 260 entreprises de Chine et de l'étranger. L'exposition fera la démonstration de technologies de pointe et des derniers développements de l'Internet comme la 5G ou le Big Data. Avec la 5G, les utilisateurs pourront télécharger un gigaoctet de vidéos HD ou 100 chansons en 1 seconde. Cette technologie devrait être lancée dans 5 ans. D'autres technologies nouvelles seront présentées comme un tableau d'affichage montrant toutes les informations dont les gens ont besoin de façon à leur éviter de regarder leur téléphone portable quand ils conduisent. Et la chaîne de télévision centrale de Chine a interviewé quelques acteurs importants de la conférence mondiale de l'Internet pour connaître leur point de vue sur la croissance industrielle du pays. Une légère demande mondiale a facilité les exportations chinoises. Les producteurs essayent de vendre leurs marchandises aux consommateurs chinois, mais le manque de canaux de vente rend les choses difficiles. Mais grâce à l'Internet, la situation a changé. Taobao.com, plateforme de commerce en ligne du géant de l'Internet Alibaba, propose une catégorie de produits de qualité fabriqués en Chine. Cette action a pour objectif de redorer l'image des marques chinoises. Elle a rassemblé de nouveaux producteurs locaux qui luttent à cause de la hausse du coût de production des marchandises des entreprises mondiales telles que Nike ou Adidas.
Nos produits se vendent désormais en ligne. Taobao nous a offert des opportunités de promotion et nos produits sont immédiatement rentrés sur le marché. Alibaba propose également des initiatives pour satisfaire la consommation agricole en liant les agriculteurs au reste du monde. Ceux qui n'ont pas accès à l'Internet peuvent à présent acquérir ce dont ils ont besoin en quelques clics. Si le commerce en ligne peut changer les réformes du pays dans les zones rurales avec l'agriculture et le bien-être des gens, eh bien, il s'agit d'une importante contribution pour le pays. La haute technologie est la raison pour laquelle l'Internet peut apporter de la vie à une entreprise moribonde. Il s'agit du moteur de croissance de la Chine. Une voiture sans conducteur est testée pour les dernières évaluations dans la ville de Wuzhen où la conférence mondiale de l'Internet aura lieu. Elle peut démarrer, s'arrêter, contourner des obstacles. Cette technologie est une idée de l'entreprise de l'Internet, Baidu. Notre entreprise est basée sur la technologie depuis sa création. Jusqu'à présent, quelle entreprise chinoise a été capable de concurrencer ses rivaux mondiaux? Nous l'avons fait. Nous fournirons également une technologie sophistiquée et une plateforme pour aider les entrepreneurs. Le gouvernement chinois a amélioré la stratégie d'Internet et espérait utiliser la technologie pour relancer la croissance industrielle du pays. L'agence de voyage en ligne Ctrip vient de recevoir 1 milliard de dollars américains de financement, stimulant ainsi le financement total de cette année à 2 milliards de dollars. Les investisseurs valorisent l'industrie en rapide développement de l'Internet chinois. Ils ont confiance en nos équipes de gestion. Les analystes pensent qu'outre la technologie et l'environnement, le talent est le facteur le plus important pour renforcer une économie. Ils pensent qu'au travers de la croissance de l'Internet et de son esprit de créativité et d'innovation, la Chine aura une série d'entreprises et même d'industries chinoises pour la Chine. Et regardons ensemble les nouvelles en bref avec les suites sur les conflits au Yémen et en Syrie et la nouvelle alliance formée par l'Arabie saoudite pour lutter contre la menace terroriste. Le président du Yémen, Abderrabou Mansour Hadi, a ordonné un cessez-le-feu de 7 jours dans le pays, à compter de mardi, suite aux pourparlers de paix menés par l'ONU en Suisse. La semaine dernière, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen a déclaré qu'il allait organiser une série de pourparlers de paix entre les différentes factions en Suisse le 15 décembre, afin d'aboutir à un cessez-le-feu dans le conflit qui déchire le pays depuis plusieurs mois. La coalition menée par l'Arabie saoudite soutenant les forces pro-gouvernementales avait commencé en mars dernier ses frappes aériennes sur les bases militaires et les dépôts d'armes aux mains des rebelles chiites Houthis. Les rebelles tiennent toujours la capitale Sanaa ainsi qu'une importante zone de la partie nord du pays. Plus de 6000 personnes ont déjà été tuées dans les batailles au sol et suite aux bombardements depuis le mois de mars dernier. Près de la moitié des victimes sont des civils. Le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergueï Lavrov ont commencé leurs pourparlers sur le conflit actuel en Syrie. Les deux chefs de diplomatie se sont rencontrés à Moscou ce mardi afin de poursuivre le processus de paix déjà engagé. Avant la rencontre, John Kerry a déclaré qu'il espérait trouver un terrain d'entente commun avec la Russie. Sergueï Lavrov, quant à lui, a indiqué qu'il était prêt à discuter n'importe quel sujet que son homologue américain jugera important et dont il tiendra informé le président Poutine. John Kerry et l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, Staffan de Mistura, veulent organiser la deuxième phase des pourparlers de paix sur la Syrie vendredi prochain à New York. Mais Moscou a refusé de confirmer la date pour le moment. L'Arabie saoudite a annoncé la formation d'une coalition militaire islamique composée de 34 États pour combattre le terrorisme. Au sein de l'Alliance, on retrouve des États arabes, du Golfe et du continent africain, mais aussi le Pakistan et la Malaisie. Selon l'agence de presse saoudienne, plus de 10 autres pays ont également exprimé leur soutien. Le ministre saoudien de la Défense, Mohammed bin Salman, a déclaré que la coalition luttera contre le problème du terrorisme dans le monde islamique et sera un partenaire dans la lutte mondiale contre ce fléau. Il a par ailleurs ajouté que la lutte ne concernera pas seulement l'État islamique, mais toutes les autres organisations terroristes qui se présenteront sur le chemin de l'Alliance. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition dédiée à l'actualité économique et présentée par Elsa Surouyang. Bonjour à tous, nous sommes à quelques heures de la réunion la plus attendue de l'année. À partir de ce mardi, l'organe décisionnaire de la Réserve fédérale américaine et le comité fédéral de l'Open Market se réuniront pendant 2 jours afin de déterminer si l'économie est suffisamment solide pour augmenter les taux.
La plupart des analystes s'attendent à ce que la Réserve fédérale relève ses taux. La présidente Janet Yellen a indiqué qu'il ne le ferait peut-être pas en décembre. Mais depuis, les données économiques incluant les chiffres de l'emploi et les dépenses de consommation des ménages prouvent que les conditions économiques sont propices à une hausse. Les analystes ont suggéré de surveiller 2 points, les prévisions de la Fed concernant la croissance économique ainsi que le niveau prévu des taux à la fin 2016 et 2017. L'anticipation d'une hausse des taux a pénalisé les marchés émergents qui sont exposés au dollar et affaibli les devises. La Réserve fédérale américaine va donc très probablement relever ses taux d'intérêt pour la première fois en 9 ans mercredi. Et étant donné les implications mondiales, l'Europe, comme le reste du monde, regarde cela de très près. En des temps plus stables, une petite intervention sur le taux d'intérêt de référence de la Réserve fédérale américaine n'aurait pas fait sourciller l'Europe. Mais ce n'est pas le cas cette fois. L'euro s'échange déjà à un plus bas de 10 ans contre le dollar. Toutefois, de nombreux analystes ne s'attendent pas à une autre baisse immédiate si la Fed relève son taux de référence. L'impact ne sera pas si important car nous avons déjà vu une forte dépréciation de l'euro en 2015 en prévision de ce que la Fed déciderait. Ce qui compte réellement, ce seront les lignes directrices données par la présidente de la Fed, Janet Yellen. Le marché attend une hausse très graduelle des taux d'intérêt l'an prochain. La manière dont Janet Yellen le dira au marché sera importante. Si la Fed fait allusion à d'autres hausses de taux l'an prochain, l'euro chutera probablement davantage. La parité est probablement un scénario à envisager étant donné que personne n'est réellement intéressé pour garder l'euro fort, que ce soit au sein de la zone euro avec le fort intérêt de l'Allemagne pour les exportations et en même temps nous ne voyons aucun intérêt du côté de l'UE de garder un euro élevé. Le coût des importations libellées en dollars comme le pétrole et le gaz augmenterait, même si ces derniers connaissent des prix très bas en ce moment. Un euro plus faible pourrait booster les exportations pour les pays comme l'Allemagne, mais personne n'est convaincu. La majorité des récentes dépréciations que nous avons vues, le yen et l'euro, ont eu un très petit, si ce n'est pas d'impact du tout sur la balance commerciale et l'appréciation que nous avons observée sur le renminbi chinois et le dollar n'a pas altéré les exportations de manière importante, comme nous le pensions. Une préoccupation majeure pour l'Europe est une hausse des taux de la Réserve fédérale qui affecterait les marchés émergents, qui comptent pour un quart du commerce extérieur de l'ensemble de l'Union européenne. Et nous poursuivons avec les performances du jour des principales places financières asiatiques. Les bourses chinoises ont terminé en ordre dispersé mardi. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions a clôturé à 3674,97 points, en baisse de 0,30%. L'indice des actions B a clôturé à 400,11 points, en hausse de 0,86%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A fini à 2369,22 points, soit une hausse de 1,22%. L'indice des actions B a clôturé à 1292,12 points, en hausse de 0,20%. La bourse de Tokyo a quant à elle fini en baisse de 1,68% mardi, affectée par la volatilité des prix du pétrole et la perspective d'une remontée des taux d'intérêt directeurs de la Réserve fédérale américaine cette semaine. L'indice Nikkei a perdu 317,52 points à 18 565,90. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole ainsi que ceux des métaux précieux. Ces dernières années, la Chine a multiplié la construction de centrales nucléaires afin de faire la promotion des énergies propres et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Zhang Hao s'est rendu dans une centrale nucléaire en construction dans le sud-est de la Chine pour CCTV français. Je me trouve actuellement devant un réacteur en construction dans la province du Fujian en Chine. Ce réacteur utilise des technologies de troisième génération 100% chinoises. En octobre, le président chinois a signé plusieurs accords lors de sa visite au Royaume-Uni, notamment avec la construction d'un réacteur qui utilisera les mêmes technologies. Le projet sera une vitrine internationale importante pour la Chine.
Il y aura au total 6 réacteurs dans la centrale nucléaire de Fuqing. Les 4 premiers réacteurs utilisent les technologies de deuxième génération et les 2 derniers sont des réacteurs de troisième génération intitulés Hualong 1. Ils serviront de modèle pour la construction de réacteurs à Bradwell au Royaume-Uni. Les premiers et deuxièmes sont déjà entrés en fonction et génèrent au total 15 milliards de kilowatts par an. Pour obtenir cette quantité d'électricité avec du charbon, il faudrait en brûler 6 millions de tonnes. Il y a 2 centrales nucléaires dans la province du Fujian. Dans le futur, elles pourront satisfaire un tiers de la demande en électricité de la province. La sécurité est la priorité de la centrale nucléaire. Les opérateurs supervisent le fonctionnement de la centrale dans le centre de contrôle. En cas d'accident, ce sont eux qui devront trouver la cause du problème et décider des mesures à prendre. Tous les opérateurs doivent suivre une formation d'au moins 3 ans après leurs études à l'université. La formation d'un opérateur qualifié coûte plus que celle d'un pilote. Nous avons un système de secours complet pour tous les équipements du centre de contrôle. En fait, les incidents se produisent très rarement dans une centrale nucléaire. Pour assurer la fiabilité des équipements de secours, nous faisons un test systématique tous les 2 mois. Même pour la souris, nous avons installé une boule de commande à côté si elle tombe en panne. Après l'accident nucléaire de Fukushima, la Chine a suspendu temporairement la construction de nouvelles centrales nucléaires. Les mesures de sécurité ont été renforcées dans les centrales nucléaires en construction et déjà opérationnelles. Les nouvelles centrales utilisent une double enceinte de confinement et peuvent résister au crash d'un avion de grande taille et à un séisme de magnitude 8. Nous avons pris en considération les nouvelles mesures de sécurité tirées de l'accident nucléaire de Fukushima lors de la conception de la centrale nucléaire de 3e génération. En fait, la Chine se place au premier rang en termes de technologie nucléaire et nos critères sont plus stricts que ceux des autres pays. Lors de la construction de la première centrale nucléaire chinoise à Qinshan dans la province du Zhejiang, seulement 1% des équipements étaient fabriqués en Chine, même les tiges d'acier et le ciment étaient importés. Le développement rapide du nucléaire chinois a grandement favorisé l'industrie locale et aujourd'hui, 85% d'équipements sont fabriqués en Chine. Pendant le 13e plan quinquennal, la construction de 6 à 8 réacteurs sera lancée chaque année. Le monde de l'économie est maintenant terminé. Je vais repasser la parole à ma collègue Raïssa qui va clore ce journal. Raïssa, c'est à vous. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue dans 1h30. Excellente suite de programme.